Je voulais juste vous dire que malheureusement, Madame Régol a dû annuler aujourd'hui, elle a un empêchement à l'Assemblée nationale. Donc voilà, il n'y aura que... mais c'est très bien aussi. On aura 2 députés et une sénatrice ce soir qui viendront donc ensemble débattre sur le thème de la planification écologique. Mais Sciences Po Forum et les shifters sont très satisfaits aujourd'hui de vous présenter un nouveau format qui est une sorte de dialogue, de discussion croisée. C'est-à-dire que les députés et la sénatrice ce soir ne se croiseront pas finalement. Ils viendront répondre à 4 questions qui sont similaires, sans jamais se croiser, pour que vous, public, vous compreniez bien comment leur engagement politique peut aussi permettre d'avoir une réflexion différente sur nos 4 questions. Donc c'est ce nouveau format qu'on vous propose aujourd'hui et qu'on est très satisfait, encore une fois, de l'organiser avec les shifters. Alors, pour vous expliquer aussi un peu comment on a souhaité organiser cette soirée, après donc les questions posées aux 2 députés et à la sénatrice, il y aura un membre des shifters, donc Johan Trézy, qui viendra et qui analysera les points de divergence, de convergence qui ont été amenés donc par les 2 députés, les élus, et par la sénatrice durant ce temps d'échange. Et après, ce sera à vous de poser vos questions aux shifters qui viendront y répondre si vous avez des points à préciser sur les questions écologiques, de la planification écologique. Et voilà, on vous remercie en tout cas, et je vais laisser la parole aux shifters pour vous présenter un petit peu leur projet. Merci. Je suis François Parti, je suis référent du groupe local des shifters. Et donc Élise vient de vous faire une présentation de la forme de la discussion de ce soir, et je vais parler un petit peu du fond. Avant ça, je vais commencer par vous présenter rapidement qui nous sommes. Alors le Shift Project, c'est un think tank, donc un groupe de réflexion qui parle essentiellement de la double contrainte carbone, c'est-à-dire d'une part la déplétion des ressources fossiles, leur disponibilité, et d'autre part le changement climatique. C'est un think tank qui est basé à Paris, ils sont une trentaine de salariés, ils sont dirigés par Mathieu Ozano et leur président c'est Jean-Marc Jancovici. Le gros de leur travail c'est la production de rapports, on en voit quelques-uns ici. Les rapports les plus connus, c'est ceux qui parlent de décarbonation et de décarbonation de différents secteurs de l'économie. Alors ici, on a différents secteurs, on a la culture, l'administration publique, la santé, l'industrie. Donc c'est des rapports qui sont reconnus pour leur rigueur de manière générale. Et en 2024, le dernier qui est sorti, c'est un rapport qui était très attendu, c'est le rapport sur l'agriculture, que je vous invite à consulter. Il y a pas mal de vidéos en ligne sur le sujet. Il est assorti à une grande consultation des agriculteurs. On a eu un sondage avec 7500 répondants dans la population des agriculteurs. Et donc on a leur vision des enjeux de la planification écologique dans leur secteur. Alors, ces rapports, il arrive qu'ils soient publiés donc, dans différentes publications que vous voyez ici. Celle qui va le plus vous intéresser ce soir, c'est celle qui est en blanc, le plan de transformation de l'économie française, qui a été publié en 2022. Donc on va avoir quelques éléments sur la transformation de l'économie française ce soir. Alors nous sommes les shifters, c'est-à-dire qu'on ne fait pas partie du Shift Project, mais on appuie leurs travaux. On a un réseau d'environ 30 000 bénévoles en France. Donc on appuie le Shift dans ses travaux et on essaie de les diffuser dans des actions comme celle qu'on peut faire ce soir. Alors le graphique que je vous présente ici, il montre les émissions de CO2 mondiales et annuelles. Et ce qu'on voit, c'est que globalement depuis 1980 ça monte et ça s'exprime en gigatonnes de CO2. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que le réchauffement climatique et le climat en fait est lié directement à la quantité de gaz à effet de serre qui sont présents dans l'atmosphère. Donc la science nous dit que en connaissant la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on peut calculer le réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc ça nous donne une espèce de budget pour rester dans les limites de ce qui est souhaitable, dans la limite de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Et comme on a l'historique, ce qu'on peut faire, c'est calculer qu'en l'an 2000, donc là où je me suis arrêté sur le graphique, on avait déjà émis un peu plus de la moitié de ce budget. Le pendant de ça, c'est qu'il nous restait un peu moins de la moitié à émettre. Et ce qu'on peut faire quand on a ce genre d'informations, c'est tracer des trajectoires, tracer des scénarios de décarbonation et de descente d'émissions des énergies fossiles, de gaz à effet de serre. Un scénario, ça peut être celui-ci, et celui-ci nous montre que on a une courbe exponentielle décroissante avec des forts leviers au début qui nous permettent d'avoir des réductions fortes, et à mesure qu'on avance dans le temps, les leviers les plus forts sont déutilisés, et on se satisfait de descentes qui sont un peu plus faibles.
Si on avait commencé nos actions en l'an 2000, on aurait pu se satisfaire d'une baisse annuelle de l'ordre de 2% par an. Évidemment, ce n'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est ça. Alors, donc aujourd'hui, on est en 2025 et on a déjà émis un peu plus des 3/4 du budget carbone qui nous est alloué, en quelque sorte, pour rester sous la barre des 2 degrés. On fait le même travail sur le budget restant et on voit que la courbe elle est déjà beaucoup plus difficile à tenir. Si on s'y prend maintenant, bon, en 2024 ici, il faut baisser de l'ordre de 6% par an les émissions de gaz à effet de serre mondiales. Pour donner un ordre d'idée, en 2021, c'est le creux qu'on voit là, l'année du Covid, je vous rappelle, on avait très peu d'aviation, très peu de transport, une industrie, disons au ralenti, et on a baissé d'environ 5% par rapport à ce qui se passait à l'époque. Donc les 6% qu'on a ici, c'est un effort, il faut bien réaliser ce que c'est un effort qui est considérable, surtout que c'est un effort qu'il faut réaliser année après année, c'est-à-dire qu'il faut les empiler chaque année, contrairement au Covid, qu'on a pu relever juste après. Le message ici, c'est de dire que, évidemment, plus on attend, plus ça va être difficile. Et si on continue à attendre, ou à faire monter les émissions comme on a fait là, en fait, on va arriver à des choses qui seront plus réalisables. Si on attend jusqu'en 2030, on estime qu'il va falloir baisser d'à peu près 10% par an nos émissions. Et ça, c'est quelque chose qui est simplement pas acceptable par la population française. Voilà, c'est quelque chose qui ne sera pas réalisable. Donc, le thème de la soirée de ce soir, c'est la planification écologique. Et la planification écologique, en fait, c'est ça, c'est notre réponse collective, c'est la réponse politique face à cet immense défi qui est devant nous, que je viens de rapidement vous présenter. Et donc, quand on voit, par exemple, quand on voit les deux premières courbes qui sont toujours à l'écran, on se dit qu'il y a moyen de faire des investissements. Il y a moyen de faire des investissements carbone pour réussir à tenir la trajectoire. Quand on arrive sur les courbes jaunes, ça devient franchement difficile. Et donc il faut qu'on se prépare, et donc ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est des actions qui sont immédiates, et c'est des actions qui sont extrêmement fortes. Alors je vais vous donner encore quelques éléments un peu techniques pour alimenter les débats, les discussions qui vont arriver après. Alors ce que je vous montre ici, c'est les différents niveaux politiques et les textes, les lois qui apparaissent dans les différentes strates politiques. Alors, qui vont de l'international vers, disons, les territoires, donc les communes par exemple. De manière générale, en haut, on définit des grands objectifs, et en bas, en fait, on réalise un maximum de choses concrètes, et on fait remonter vers le haut les remontées de terrain. Alors, les documents qui sont internationaux importants, voilà, évidemment, le protocole de Kyoto et la COP21. La COP21, donc c'est des États qui se sont mis d'accord pour dire qu'on allait essayer de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, maximum 2. C'est vraiment comme ça que ça a été. Ensuite, on a le niveau européen, donc ces engagements ils se traduisent dans ce qu'on appelle le pacte vert. Et ensuite, au niveau national, c'est ce qui va essentiellement nous intéresser ce soir. Alors, ici, il y a deux documents qui vont beaucoup nous intéresser. C'est la stratégie nationale bas carbone. Ici, on a l'objectif principal français dans le contexte de l'atténuation du changement climatique, qui est la neutralité carbone en 2050. Et l'autre document qui est affiché ici, qui est important, c'est l'autre volet de l'adaptation du changement climatique au niveau politique. Et donc c'est l'adaptation avec le plan national d'adaptation au changement climatique, qui est dans sa version 3 aujourd'hui, et qui dit qu'il faut que la France doit se préparer à un réchauffement de l'ordre de 4 degrés. Alors pourquoi on va se préparer à 4 degrés alors qu'on va limiter le réchauffement climatique à 2 degrés? C'est parce qu'en fait le réchauffement climatique c'est pas quelque chose qui est homogène à la surface du globe. Il se trouve que la France, et en particulier la région Grand Est, se réchauffe plus vite que le reste du globe. Et donc voilà, si on prend un peu de marge par rapport aux 2 degrés, c'est pas mal, et qu'on prend en compte cet effet de réchauffement supplémentaire, on arrive bien au plus 4 degrés. Sur ce prochain graphique, ce que je vous montre, c'est un panorama des émissions de gaz à effet de serre en France. Alors ici, c'est réparti par secteur, donc à chaque fois c'est en millions de tonnes équivalent CO2. Alors, quand on voit ça, les réductions dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce qu'elles veulent dire, c'est que tous les secteurs qui sont là doivent baisser de l'ordre de 5-6% par an leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce que ça veut dire aussi, c'est que si un secteur ne le fait pas, il faut que quelqu'un d'autre compense. Et c'est ça aussi la planification écologique. Quand je vois ça, moi ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que en fait, l'adaptation et le changement climatique, c'est un problème qui est complexe. Il est très diffus dans notre économie. On ne va pas trouver de bouc émissaire, on ne va pas trouver de solution miracle.
On entend souvent parler de la voiture électrique. Donc, la voiture électrique, c'est le rectangle qui est en haut, peut-être un petit peu celui qui est en dessous. Alors c'est probablement une solution pour réussir à décarboner un peu le transport, mais c'est clairement pas une solution à l'ensemble du problème. Ici, ce qu'on a, c'est l'empreinte carbone des Français. Alors c'est différent de ce qu'on avait juste avant. C'est pas simplement le graphique d'avant divisé par 65 millions. Ici, parce que tout à l'heure, ce qu'on avait, c'était les émissions sur le sol français. Quand on parle d'empreinte carbone, on parle des émissions qu'on produit, mais aussi des émissions importées, moins les émissions qu'on exporte. Alors, ce qu'on voit sur ce graphique-là, c'est un petit peu similaire. On voit à quel point les émissions de gaz à effet de serre sont diffuses dans nos modes de vie, qui sont absolument partout. Ce soir, parmi les questions qu'on a sélectionnées, on va parler de logement et on va parler d'agriculture-alimentation. Et quelque chose qui apparaît quand on voit ce genre de choses, quand on fait ce genre de panorama, c'est que quelqu'un qui vous parle de réduction de gaz à effet de serre et dans le domaine du logement, par exemple, il faut qu'il commence par vous parler du coup de gaz et de fuel, donc de chauffage dans les logements. C'est-à-dire que quelqu'un de sérieux sur ces questions-là va commencer par parler d'isolation des logements et de production de chaleur. Ensuite, on peut parler des modes de construction et des sujets qui sont dessus, mais voilà, il faut prioriser nos combats. Au niveau empreinte carbone, sur ce graphe, on voit un petit peu comment la France se place par rapport à d'autres pays qui nous sont comparables ou non. Donc, en France, aujourd'hui, on est à 6,2 tonnes d'équivalent CO2 par personne et par an. On voit qu'on est un petit peu en dessous de la moyenne européenne. Alors, on a un niveau de vie qui est élevé dans l'Union européenne, mais une électricité qui est relativement décarbonée, ce qui nous donne un avantage par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne. Ce qu'on voit aussi sur ce graphe, c'est que la Chine est tout à fait en ligne avec ce qu'on fait au niveau européen. C'est-à-dire que voilà, on entend souvent parler de la Chine et de l'Inde comme les gens qui doivent se décarboner en premier. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la Chine sont à peu près au même niveau que nous. Alors, ils sont sur une dynamique ascendante qui est assez forte, parce qu'ils sont en train de prendre exemple, disons, sur nos modes de vie. Et du coup, voilà, ils sont à peu près au même niveau que nous maintenant. Et l'Inde, par contre, on voit qu'ils sont beaucoup plus bas. Ce qu'on voit aussi, ce qui me semble à moi important, c'est que la France est toujours bien au-dessus de la moyenne mondiale. Et petit chiffre qu'il est bon de rappeler, c'est que la neutralité carbone dont on entend tellement parler, c'est 2 tonnes de CO2 par habitant. C'est à ça qu'on a droit pour viser la neutralité carbone. Donc il y a du travail. Alors, je vous ai dit qu'on allait parler de logement et d'agriculture-alimentation. Donc quelques points très rapides avant de donner la parole à nos invités. Sur le logement, donc le secteur aujourd'hui, c'est en France, il y a 35 millions de logements, 8 millions de logements vacants ou secondaires. Les grands leviers qui sont définis par le Shift pour la décarbonation, c'est ce que je vous ai déjà dit sur le slide précédent. Donc, massifier la rénovation énergétique globale et performante des logements et décarboner la chaleur. Ensuite, la sobriété dans la construction neuve, que ce soit construire moins ou construire mieux, c'est aussi un levier, ou bien mobiliser le bâtiment comme puits de carbone pour viser une neutralité. Si on passe au secteur agriculture-alimentation, donc le secteur aujourd'hui, pour les 3/4 de leur consommation énergétique, c'est issu du pétrole, à travers les tracteurs. On parle beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Il ne faut pas négliger les enjeux sociaux qui sont derrière, les enjeux sociaux, les enjeux économiques et les autres enjeux environnementaux. Donc ici, quelques chiffres sur l'emploi. On sait qu'aujourd'hui, le secteur agricole connaît une crise d'attractivité. Il y a de moins en moins de personnes qui rentrent dans ce métier. Alors qu'on sait que le secteur agricole va être parmi les secteurs qui devront le plus embaucher, où on aura besoin le plus de main-d'œuvre dans une perspective de décarbonation de l'économie. Voilà, donc ça aussi c'est un sujet. Les grands leviers pour la décarbonation de ce secteur-là, la réduction de la quantité de produits d'origine animale dans nos assiettes, la diminution du gaspillage. On sait que aujourd'hui c'est 1/3 de ce qui est produit au niveau alimentaire qui finit à la poubelle, donc il y a aussi des efforts à faire là-dessus évidemment. Et un autre gros enjeu qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est la concurrence du usage des sols. On n'a pas une surface agricole qui est illimitée, et du coup soit on fait à manger dessus, soit on fait des biocarburants. Donc il y a des priorités à définir, et c'est de ça, je pense, que doivent parler les politiques, peut-être ce soir. Donc j'arrive à la conclusion, on va essayer de faire vite, donc je reviens très rapidement là-dessus. Ce dont on a besoin, et j'espère que vous allez pouvoir nous convaincre ce soir, c'est l'action qui soit immédiate et forte. Merci.
Bonsoir. Merci encore une fois de votre présence ce soir. Alors, revenons brièvement sur votre parcours politique pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Alors, de 2008 à 2020, vous avez été adjointe au maire PS, donc Roland PS, le maire de Strasbourg. Oui, j'étais dans son équipe, mais pas au Parti Socialiste, dans aucun parti. Ok, mais en tout cas, vous étiez dans son équipe à ce moment-là. Notamment, si je ne me trompe pas, du coup, chargé du développement durable, des circuits courts, des espaces verts et du plan climat. Absolument. Voilà. Et parallèlement, vous avez donc exercé aussi les fonctions de conseillère départementale du Bas-Rhin entre 2015 et 2021, avant d'être élue donc députée de la 4e circonscription du Bas-Rhin, aux couleurs cette fois-ci d'ensemble donc pour la République. Et je ne suis toujours pas dans le parti. Elle n'est toujours pas dans le parti. Voilà. Bien. Merci beaucoup d'être présent parmi nous ce soir. Je vais commencer par une première question. D'après le ministre de la Transition écologique en 2023, donc Christophe Béchu, il fallait se préparer à plus 4 degrés en France. Donc la première question plutôt sur l'objectif et pas sur le parcours. À quoi ressemble la France décarbonée en 2050 selon vous? Vous avez envie. Oui, je crois que j'ai un micro. Oui. Tout le monde m'entend. Alors, je ne crois pas qu'on arrive au zéro. Ce serait vous mentir que de dire qu'en 2050, on parvienne à zéro carbone, parce qu'on est dans une économie qui s'est construite sur l'utilisation des énergies fossiles et qu'on mettra, j'espère, moins de temps à se décarboner, mais on n'y parviendra pas en 2050. On est quand même en France sur une pente descendante. Alors, il y a peut-être une confusion entre des chiffres que vous avez indiqués au niveau mondial et ensuite les progrès qui sont faits en France. La France représenterait dans tous ces schémas-là à peu près 3% des émissions aujourd'hui dans le monde entier. Et la moyenne mondiale qui est indiquée là, elle tient compte en effet des pays qui sont extrêmement développés, les États-Unis, où on voit bien que le chiffre est extrêmement important, et puis des pays qui ne sont pas encore à ce niveau-là d'industrialisation et de développement économique. Donc, les moyennes, il faut toujours savoir à quoi elles correspondent en réalité. Nous n'y parviendrons pas, mais il y a quand même énormément d'actions et de politiques en cours, justement sur les sujets que vous avez évoqués là, et qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre, le transport, le logement, l'agriculture, en effet, qui sont extrêmement émetteurs. On est dans des baisses à tous les niveaux, sur les transports aussi, sauf sur l'aviation. Voilà, on a un vrai problème sur l'aviation parce qu'on a le développement des low cost qui fonctionnent très bien. À Strasbourg, j'ai vu qu'il y avait encore quelques lignes qui avaient ouvertes. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on travaille. Je suis du parti pris que c'est vers le développement, l'innovation, l'invention qu'on va y parvenir. J'ai été l'année dernière au salon de l'aéronautique où on vend des avions essentiellement pour l'armée du monde entier. Vous savez que la France est importante exportatrice d'armement, malheureusement, mais il y a aussi de l'aviation civile. Et la société Safran a mis au point, alors c'était un prototype, mais quand même, a mis au point un moteur d'aviation civile qui soit hybride. Ils vont mettre 10 ans à le mettre au point, mais c'était quand même un prototype qui indique une voie et qui est quand même une voie d'avenir et qu'on espère absolument qui aboutira à un moment donné. Merci beaucoup. Alors nous savons aussi qu'aujourd'hui l'alimentation représente 25% du gaz à effet de serre des Français. Faut-il, selon vous, les inciter à manger plus durablement et si oui, comment? Je pense qu'en Alsace, on est plutôt bien lotis. Et alors, moi, je suis une ancienne restauratrice. J'avais un restaurant très connu à Strasbourg pendant près de 20 ans. C'est pour ça que je ne suis pas vraiment du milieu politique traditionnel. Et c'est suite à cela que je me suis dit, c'est pas possible, il faut aider nos agriculteurs, parce que j'achetais beaucoup chez les agriculteurs. Et on faisait 250 couverts par jour, donc c'était déjà une masse importante. Et je voyais des agriculteurs en grande difficulté, parmi mes fournisseurs. Et c'est comme ça qu'il y a près de 20 ans, j'ai créé, mais je n'étais pas seule, nous étions quelques-uns, avec des clients d'ailleurs, le réseau des AMAP en Alsace. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'association de maintien de l'agriculture paysanne. Ça reste on les a bien développés, mais c'est vrai que ce sont des actes militants. Donc la question qui se posait, c'était comment détendre cette réflexion plus largement. Alors en tant qu'adjointe au maire en charge pour la première fois des circuits courts, en France, j'ai été la première adjointe au maire en charge
des circuits courts, à développer l'agriculture locale. Le maire de Strasbourg, qui était à l'époque Roland Ries, qui était que sénateur, m'avait appelé uniquement pour développer les circuits courts, parce qu'il savait que je connaissais énormément d'agriculteurs. Donc on a ouvert comme ça l'ancienne douane, qui est aujourd'hui un magasin d'agriculteurs, vous le savez. Et puis je me suis beaucoup battue pour qu'à Lobette, qui est un patrimoine de la ville de 6000 m², on y mette un marché couvert. Parce que pour moi c'était ça, il fallait remettre l'agriculture, l'alimentation, il y a plus de 15 ans, au centre de la ville, au cœur de nos préoccupations. C'était indiqué quand on le remettait au cœur de nos préoccupations, et surtout permettre aux habitants de revenir à une possibilité d'acheter en circuit court, et puis de revenir aussi à une vie quotidienne dans les centres-villes qui nous a beaucoup... voilà, on voit bien l'évolution des centres-villes. En Alsace, on est quand même aujourd'hui à 9% d'utilisation en circuit court. C'est quand même peu, mais les Bretons qui sont en deuxième position arrivent à 6%. Donc pour vous dire, la marge de manœuvre est extrêmement importante. Alors là, je m'adresse aussi aux consommateurs. Je pense que le rôle, on peut inciter. Il y a des plans d'alimentation territoriaux qui ont démarré d'ailleurs à Strasbourg il y a à peu près une quinzaine d'années également. Et il y en a aujourd'hui plus de 400 en France qui articulent l'alimentation avec l'agriculture locale. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à un phénomène qui est quand même que l'alimentation perd de son importance dans le budget des ménages et qu'on a tendance à acheter moins cher, donc pas forcément français. Et comment inciter? Je crois qu'il faut vraiment que chacun comprenne que dans l'alimentation, il y a notre santé. Il y a évidemment la question climatique, mais il y a aussi notre santé. C'est tout cela qu'on achète. Et acheter toujours moins cher. Aujourd'hui, le poulet, je le vois, le label rouge chez nous a baissé. Sur mon territoire, il y a pas mal de producteurs de label rouge de poulet. Ils ont tous baissé de 15 à 20% au profit de volailles qu'on achète essentiellement au Brésil à 3 € le kilo. Et à un moment donné, c'est aussi la responsabilité du consommateur. Et encore une fois, ce n'est pas une question de pouvoir d'achat, puisque cette part de l'alimentation a été divisée par 3 en 30 ans. Mais c'est au profit des loisirs, des modes de communication. Bon, voilà. Donc c'est aussi la responsabilité du consommateur. Merci beaucoup. On passe à une question un petit peu technique maintenant sur le logement. Oui. Alors, le logement, vous savez, représente 19% des émissions des Français. La réduction des émissions, du coup, va passer par la rénovation. Et on a à peu près 20 millions de logements en France. Donc ça nous donne que pour atteindre nos objectifs de décarbonation, en fait, il faudrait atteindre un rythme de rénovation globale de environ 500 000 logements par an. Oui. Aujourd'hui, on est à plutôt 100 000 logements par an. Donc, quelle politique peut-on mettre en place pour accélérer le mouvement? Il faut absolument inciter les propriétaires, surtout, à effectuer à la fois la protection énergétique des bâtiments, mais aussi les modes de chauffage, bien sûr. Alors, il y a MaPrimeRénov', je pense que tout le monde connaît cela, ça a été depuis 2020, avant il y avait une autre formule, mais cette prime rénov' aujourd'hui, c'est 4,4 milliards qui sont débloqués par l'État chaque année. L'année dernière, l'ANA, qui est une organisation de l'État, qui est financée par l'État et qui a justement pour objectif de financer les rénovations, n'a pas dépensé toute l'enveloppe. Donc il y a encore une marge de manœuvre qui est à peu près de 10%, mais je pense qu'il faut absolument qu'on accentue cela. Et peut-être que j'ai vu certains dossiers, parce que je suis souvent sollicitée, ils sont quand même très compliqués. Parfois on vient me voir pour aider à remplir le dossier, et puis c'est non seulement compliqué, l'argent met du temps à venir, il faut quand même l'avancer. Il y a peut-être quand même une évolution, une simplification de tous ordres à ce niveau-là. Sur les sources de chaleur, il y a des évolutions assez récurrentes. J'ai vu par exemple, comme tout le monde d'ailleurs, au 1er avril, on a augmenté la TVA sur les sources de chaleur à base de gaz de 20%, de 5%. De 5,5%, on est passé à 20% et petit à petit, parce qu'on sait qu'on va éliminer le gaz de nos sources de chaleur. Mais alors, j'en ai parlé avec des fournisseurs qui disent les clients n'achètent plus de chaudières au gaz. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Après, il y a énormément de questions, surtout dans nos régions froides, sur les sources de chaleur qui viennent
du sol, enfin voilà, qui sont, il y a, je ressens encore une fois beaucoup de personnes qui sont très préoccupées par ces questions, qui cherchent aussi à faire des économies. Et c'est souvent une mise de capital au départ, mais qui se révèle à un moment donné économique. Ce qui est sûr, c'est que l'État, comme dans tous les domaines, enclenche, incite, mais c'est souvent ou pas suffisant ou mal fait. Je pense que le jour où l'ANA dépensera toute cette somme-là, il faudra vraiment amplifier et surtout simplifier pour rendre accessibles ces demandes de subventions. Alors, dernière question, cette fois-ci, quelle articulation percevez-vous entre d'une part l'action législative et d'autre part la responsabilité individuelle? Est-ce que selon vous il faut imposer? Et si oui, comment est-ce qu'on impose de telles mesures? Imposer. C'est sûr que l'idéal, c'est qu'à un moment donné, on parvienne aux chiffres que vous indiquez, c'est-à-dire 2050, zéro carbone, bon, voilà. Premièrement, la question climatique et la question de CO2, elle est globale, elle est mondiale. Vous l'avez bien montré avec votre schéma. On peut agir ici, on agit beaucoup. À Strasbourg, il y a énormément d'actions sur les déplacements, les transports, il y a énormément d'actions, mais c'est presque une goutte d'eau dans ce qu'il faudrait faire. Ceci dit, il faut la prendre, cette occasion, et il faut la saisir. Et encore une fois, ici à Strasbourg, sur les transports, c'est une démarche qui a été enclenchée, d'ailleurs, pas Catherine Trottmann, il y a près de 30 ans, je crois, maintenant. Mais voilà, simplement, on est malgré tout dans un pays libre, ça me paraît difficile de contraindre. Je ne pense pas qu'ici, vu le développement des avions, j'imagine que tout le monde prend à un moment donné du low cost pour passer, on va pouvoir passer un week-end à Rome. J'ai regardé les tarifs par curiosité pour ce soir. On peut y aller aller-retour à 100 €. Bon, on ne prend pas le TGV pour aller à Paris à ce prix-là. Ou alors il faut prendre le Vigo, etc. Donc, c'est quand même, il faut beaucoup d'efforts soi-même pour y parvenir. Il y a eu des augmentations sur les déplacements par avion, mais ce n'est pas encore suffisant pour dissuader les personnes. Je pense quand même que nous sommes dans un pays libre où les consciences individuelles peuvent aussi avoir leur rôle à jouer, et je parie plutôt sur les consciences individuelles, parce que la preuve en est. Et les incitations politiques, évidemment, les incitations de l'État à tous les niveaux. La région aussi a un plan climat, les villes ont des plans climat, celui de Strasbourg se décline aujourd'hui. À tous les niveaux, on peut avoir des plans climat, on peut en avoir un chez soi. Je pense que chez soi, chacun fait son choix. À un moment donné, les uns prennent moins l'avion, les autres achètent local parce qu'ils ont un paysan pas loin. Mais qui est totalement à 100% exemplaire? Le traitement des déchets est absolument essentiel aussi. À Strasbourg aussi, on le fait. Dans ma campagne, maintenant, on a mis en pleine campagne des récits du traitement de déchets avec un méthaniseur. Il y a beaucoup de méthaniseurs qui s'ouvrent aujourd'hui. Ce sont des capitaux énormes pour les agriculteurs, de l'ordre de 2 à 3 millions. Mais on avance quand même, et ce sont toujours des risques économiques importants pour des particuliers. On avance, contraindre... il faut trouver le juste équilibre entre l'idéal et les capacités à faire et notre volonté à faire. Encore une fois, nous avons tous un rôle à jouer. Je vous remercie. Vous avez encore un petit peu de temps. Vous avez environ 6 minutes. Donc s'il y a un des points sur lesquels vous voulez approfondir, je vous laisse la parole. Je préfère répondre à une question s'il y en a une. Éventuellement, on n'a pas eu le temps d'aborder la consommation. Oui. Est-ce que, alors, donc il y a effectivement plusieurs domaines. On a parlé du logement, on a parlé de l'alimentation, on a parlé des. Donc, est-ce qu'il faut aussi aborder nos consommations? Bien sûr. Il y a une surconsommation. Oui, tout à fait. Il y a une surconsommation quand on voit les vêtements aujourd'hui des entreprises chinoises comme Shine, ou bien ici à Strasbourg, Primark. Ils sortent par jour 7000 modèles différents de vêtements, tous en polyamide, c'est-à-dire tous à base de pétrole. Il y a une vraie responsabilité de vous, les jeunes, parce que ce n'est pas moi, à mon âge, qui m'habille dans ces magasins-là, mais on importe énormément de ces vêtements-là. On les achète à 5-6 €, on les jette, on ne les lave pas forcément. On a légiféré il y a à peu près 3 mois, et j'espère que ça va bientôt être appliqué, pour imposer 5 € de taxe d'import à tous ces vêtements, et en 2030 de passer cette taxe à 10 €. Les t-shirts valent en moyenne, d'après ce que j'ai vu, 7-8 €, donc rajouter une taxe de 5%,
de 5 €, j'espère que ça dissuadera. Mais encore une fois, c'est difficile de fermer les frontières aussi. En tout cas, ce n'est pas la proposition vers laquelle nous allons. C'est vraiment la conscience de chacun et peut-être aussi le retour à une recherche de qualité dans ce qu'on achète. Encore une fois, dans l'acte d'achat, c'est un acte fondamentalement politique, réellement. Il ne concerne pas que nous, il concerne l'ensemble, nos familles, la suite aussi, l'histoire dans laquelle on s'inscrit. Et cet acte politique, à partir du moment où on achète, il est essentiel. Il est vraiment essentiel. Donc sur les vêtements comme sur l'alimentation, peut-être que sur les vêtements, on est un peu moins sensible parce que ce n'est pas absolument nécessaire, on pourrait s'en passer. Moi, j'ai beaucoup plaidé pour que l'alimentation, on puisse être dans un pays complètement autonome en matière d'alimentation et que tous les pays poursuivent cet objectif-là, en tout cas les pays qui sont en capacité, parce que tous les pays ne sont pas en capacité. Nous avons encore 22 millions de hectares de terre, nous pouvons encore nous nourrir entièrement. Il n'y a qu'à prendre le train pour aller à Paris, on voit énormément de champs, on peut encore se nourrir tous, mais c'est vrai qu'il faudrait vraiment que sur ce qui est vital et essentiel, nous ayons cette conscience de l'achat local, qui encore une fois est un achat politique et auquel je tiens moi particulièrement. Très bien, merci beaucoup Madame la députée. On va laisser donc la place... C'est à Monsieur Fernandez. Voilà. Merci beaucoup. On prend pas l'avion. Bonjour, merci beaucoup d'être présente parmi nous. Madame la sénatrice Belletti, vous êtes sénatrice, vous avez d'abord un parcours un peu atypique, vous avez été championne de karaté, vous êtes, on essaiera de ne pas se battre ce soir, vous avez été professeur d'histoire géo, vous êtes arrivée en 2020 sénatrice de la Moselle, à la suite de François Grosdidier, vous êtes réélue en 2023. 2024, excusez-moi. Oui, 23, comme vous l'avez dit. 2023, pardon. Vous êtes également membre du Conseil régional Grand Est. Vous êtes intervenu au Sénat aussi sur la gestion de l'eau face au dérèglement climatique. Vous avez également sur l'indemnisation des catastrophes naturelles face au retrait gonflement d'argile. Et sur votre site, vous dites que votre engagement n'est pas né, alors je vous cite, d'une ambition personnelle, et d'une responsabilité que vous ressentez envers chacun de vos concitoyens, vers la société française et envers les générations futures. Merci d'être là. On va commencer par une question assez générale. D'après le ministre de la Transition écologique de 2023, Christophe Béchu, il faut préparer la France à plus 4 degrés de réchauffement. Alors, c'est une première question sur l'objectif et pas sur le parcours. À quoi ressemble la France décarbonée en 2050 ? Là, Madame la sénatrice Belletti. Vous avez un micro ? J'ai un micro. Super. Alors, bonjour à tous, merci pour votre invitation. Alors, je suis un petit peu stressée parce que demain j'interviens pour sauver notre centrale Émile Huchet en Moselle, donc je suis en même temps sur des journalistes qui appellent sans cesse. Voilà. En tout cas, très, très heureuse d'être avec vous. Alors, moi je suis donc du groupe des LR. Au Sénat, nous sommes majoritaires parce que nous représentons 133 sénateurs et en général, eh bien, ce sont des idées que nous arrivons à faire passer parce que nous sommes majoritaires. Bien souvent, les centristes votent avec nous dans le même sens quand il s'agit de décisions importantes pour la France et pour la Moselle. Pour la Moselle, on a de la chance parce qu'on a 5 sénateurs qui arrivent à s'entendre et travailler ensemble. Et par exemple, demain, eh bien, nous allons aller dans le même sens pour faire en sorte que la proposition de loi que nous allons faire passer eh bien, soit retenue par le gouvernement. Voilà. Alors, moi je crois que l'ambition des LR, c'est de ne pas opposer à la fois l'économie et tout ce qui est aujourd'hui remis en question. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas faire en sorte que la France se retrouve à être retardataire. Et donc, pour nous, ce qu'on a toujours mis en avant, ça a été le mix énergétique. Donc, mix énergétique, ça veut dire que vous savez que nous avons défendu nos centrales nucléaires. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre dans une centrale nucléaire.
Or, vous savez que le gouvernement a décidé il n'y a pas très longtemps de fermer ici en Alsace la centrale qui nous a fait beaucoup de tort, parce que quand on a fermé cette centrale nucléaire, poussée un petit peu par les Allemands, vous le savez, qui sont contre le nucléaire, eh bien, nous avons dû remettre en route justement la centrale Émile-Huchet de Moselle. Donc, vous voyez, avec du charbon. Donc, je ne vois pas où on a trouvé justement l'équilibre nécessaire. Donc, nous, ce que nous remettons en avant aujourd'hui, eh bien, c'est de faire en sorte le plus rapidement possible de redévelopper des centrales de nouvelle génération, des réacteurs de nouvelle génération, et à côté de ça, et bien sûr, développer les énergies renouvelables, mais pas n'importe comment, parce que quand je vois certaines zones en Moselle qui sont couvertes d'éoliennes, ça m'effraie un petit peu. Et donc pour moi, je veux bien de l'éolien, mais géré de meilleure façon et pas de façon anarchique. À côté de ça, je suis plus pour, par exemple, le photovoltaïque. Cependant, vous savez que la loi ZAN, qui a été votée il n'y a pas très longtemps, nous imposait zéro artificialisation nette des sols d'ici 2050. Donc ça a été un gros problème parce qu'on demandait, alors bien sûr on va y aller vers 2050, mais on demandait en 2030 de réduire déjà de 50% l'utilisation de nos surfaces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les petites communes ne pouvaient plus s'étendre, ça veut dire qu'on ne pouvait plus construire de logements sociaux parce qu'on n'a plus d'espace pour cela, et ça veut dire surtout qu'on ne pouvait pas mettre en place du photovoltaïque. Donc les sénateurs se sont emparés de ce texte pour le retravailler, et aujourd'hui ce n'est plus ZAN qu'on appelle plutôt NAZ, mais on a mis en place TRACE, c'est-à-dire une trajectoire vers 2050, mais avec un contrôle qui sera fait en 2034, mais non pas une imposition de 50%. Ce qui va nous permettre en tout cas de construire les logements sociaux dont on a besoin, parce que vous savez qu'on en manque, de développer le photovoltaïque, de permettre par exemple de décompter dans les surfaces les ensembles agricoles, etc. etc. Voilà. Donc ça c'est vraiment extrêmement important. Après, ce que nous souhaitons aussi, c'est de travailler concernant l'agriculture. Nous avons un sénateur, le sénateur Duplon, qui défend notre agriculture. Notre agriculture est forte en France. Nous avons une agriculture qui est importante, et on ne peut pas aujourd'hui, au nom de l'écologie, parce qu'on est tous des écologistes, il faut arrêter. Vous savez, un agriculteur, quand il utilise des produits, il sait ce qu'il fait. Il sait où il va, il a des familles, lui aussi, ne l'oublions pas. Et donc, on essaye d'aller vers de l'agro, plutôt de les accompagner. Alors, on me dit, oui, mais ils utilisent des produits, et encore récemment, il a fallu qu'on réintroduise des produits qui avaient été interdits en France. Excusez-moi, mais tant qu'on ne trouve pas autre chose, et que ces produits sont utilisés ailleurs en Europe, vous comprenez bien qu'on concurrence les produits français. Donc on met à mal nos agriculteurs, et tout à l'heure on avait vu qu'il y a une diminution forte, et aujourd'hui on ne sait même pas si les jeunes agriculteurs vont reprendre. On est en panne de volonté pour reprendre l'agriculture. Donc il faut absolument qu'on travaille à développer, et qu'on mette de l'argent, que l'État mette de l'argent justement au niveau de la recherche pour trouver des nouveaux produits qui vont pouvoir être compensés, ces produits qu'ils utilisent encore aujourd'hui. Et puis alors le problème français, c'est qu'on a des normes européennes qui sont imposées, et nous on surimpose encore de nouvelles normes. Donc tout ça on a essayé de le gérer dans le nouveau texte qui est sorti. Alors il y a quelques points qui ont été remis en question par le Conseil constitutionnel, mais je pense que l'essentiel a été préservé. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est rénovation énergétique des bâtiments. Ça va être justement... On a une question sur la... D'accord, on le garde pour... on peut aborder ce point maintenant, et on passera à la question de l'alimentation après. Je vais juste laisser Ambroise expliquer un peu, parce qu'on a quelques explications là-dessus. Effectivement, en fait, vous avez déjà abordé le point de l'alimentation, mais on passe directement au logement. Donc, vous savez qu'il représente 19% des émissions de gaz à effet de serre des Français. La réduction des émissions va notamment passer par la rénovation des logements. Or, on a un parc aujourd'hui de 20 millions de logements en France, et pour atteindre nos objectifs de décarbonation, il faudrait passer à un rythme d'environ 500 000 rénovations globales par an, au lieu des 100 000 rénovations globales par an qu'on a actuellement. Alors, quelle politique faudrait-il mettre en place pour accélérer le mouvement? Alors aujourd'hui,
le seul outil qu'on ait, c'est MaPrimeRénov'. Mais MaPrimeRénov', c'est extrêmement compliqué d'accès. Ensuite, les dossiers sont très longs à être étudiés. Et en fait, le reste à charge est relativement élevé pour les personnes qui se lancent là-dedans. Et MaPrimeRénov', c'est pour les classes plutôt moyennes, voire en difficulté. Donc, ces gens-là doivent mettre une part trop importante, donc ça ne fonctionne pas suffisamment. C'est pour ça qu'on en est à 100 000 au lieu de 500 000. Donc, ce qu'il faut absolument, eh bien, c'est simplifier les procédures et faire en sorte qu'il y ait un guichet unique, c'est ce que nous demandons aujourd'hui. Faire en sorte d'augmenter la proportion apportée par l'État, les sommes apportées par l'État, simplification, augmenter ce qui est proposé par l'État et faire en sorte que tout le monde puisse y accéder, parce que c'est limité aux revenus moyens. Moi, ce que je pense aussi, et c'est ce que nous proposons aujourd'hui au Sénat, c'est de proposer déjà peut-être des réductions fiscales, ce qui se faisait et qui a disparu récemment, mais je pense que c'est une incitation fiscale serait la bienvenue, et d'autre part, peut-être un prêt à taux zéro, accessible par tous, pour justement pouvoir arriver à ce type de travail. Voilà. Alors du coup, je vais passer à la question sur l'alimentation. On sait qu'aujourd'hui, 25% des gaz à effet de serre des Français sont liés à l'alimentation. Est-ce que selon vous, il y a des mesures à prendre, et est-ce que justement, on peut aujourd'hui espérer réduire cette part des gaz à effet de serre émis par l'alimentation, et comment est-ce qu'on impose aux Français de consommer plus durablement aujourd'hui? Alors moi, j'aime pas beaucoup le mot imposer, parce qu'on est dans un pays démocrate, il faut inciter, mais surtout, il ne faut pas qu'on ait une écologie punitive. Il faut déjà éclairer, former, faire en sorte que les personnes aient les connaissances nécessaires pour prendre leurs propres décisions, et ensuite on peut avancer. Et on a vu le cas pour les gilets jaunes, quand ils étaient dans la rue, c'est parce que justement on voulait imposer des choses. Donc le punitif, non. Par contre, il va falloir effectivement des lois bien précises quand il s'agit de produits comme pour les plastiques. Effectivement, au niveau européen, les plastiques étaient utilisés qu'une fois, eh bien il faut effectivement mettre une loi là-dessus. Diminuer par exemple tout ce qui est fuel, effectivement, quand on rénove, eh bien il faut aller vers d'autres sources pour réchauffer nos maisons. Ça, c'est tout à fait logique. Après, concernant l'alimentation, on peut faire des choses. Alors déjà, vous savez, on dit que l'agriculture, effectivement, émet des gaz à effet de serre, ça représente 19%, je crois que le tableau tout à l'heure l'avait montré, monsieur, vous l'aviez montré, eh bien, et 50%, c'est vrai, c'est l'élevage. Alors quand on vient de me dire qu'il faut arrêter de manger de la viande, ça me désespère. Ça me désespère par rapport à nos éleveurs, parce qu'être éleveur aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Deuxièmement, ça me désespère parce que supprimer l'élevage, c'est supprimer nos prairies. Or, vous savez que les prairies sont des puits carbonés qui emmagasinent le CO2. Donc, à un agriculteur, vous lui dites « stop l'élevage, on ne mange plus de viande », qu'est-ce qu'il fait? Il vous retourne la prairie et il va planter dessus. Donc, ça veut dire que ça fait ça en moins pour capter le carbone. Alors, face à cela, la loi climat résilience avait mis en place, vous savez, le système dans les cantines d'un repas par semaine qui soit végétarien, pourquoi pas, mais aller au-delà, ça me semble compliqué. Et voilà, il ne faut pas aller dans ce type de dogme, pour moi c'est du dogmatisme et c'est inacceptable. Ensuite, comment on peut agir? Déjà, il faut réapprendre à s'alimenter aussi autrement, peut-être inciter plus nos jeunes à consommer plus de légumes, plus de fruits. On s'est rendu compte que peu de jeunes mangeaient des fruits et des légumes. Je pense que si je fais lever le doigt ici, qui adore les fruits et les légumes, bravo. Voilà. Ensuite, à ce niveau, eh bien moi je pense qu'il faut aussi inciter à consommer local. Si on réduit les trajets que font nos produits alimentaires, et c'est pour ça qu'il faut qu'on garde notre agriculture en France, eh bien, je crois que ça réduirait de 20% les productions de gaz à effet de serre. Donc, consommer du local, donc produire le local, donc inciter notre agriculture à avancer et non pas être contre les agriculteurs, parce que bien souvent, on les accuse de tous les maux, mais les pauvres, je vous assure qu'ils ont une vie pas facile. Il faut aller les voir de temps en temps dans les fermes pour voir un petit peu leurs difficultés. Et voilà, et puis faire peut-être sur les produits. Moi, je vois dans les magasins, de plus en plus, on voit d'où proviennent
des produits agricoles, eh ben, c'est important que chacun sache, parce que je crois qu'aujourd'hui il y a un éco-score, je crois que ça s'appelle l'étiquetage, hein, qui fait qu'on sait d'où vient le produit. Ben, il faut que les Français réapprennent à manger du local. Et un des points que vous avez aussi brièvement abordé avant, mais je voudrais que vous approfondissiez un peu plus là-dessus, c'est justement quelle articulation voyez-vous entre la responsabilité individuelle et donc l'action législative que vous incarnez. Est-ce que d'une certaine façon, on peut imposer, vous l'avez justement déjà brièvement imposé, mais comment est-ce qu'on impose à des Français, par exemple, de manger plus, d'arrêter de prendre l'avion, ou tout simplement de consommer moins? Eh bien, on peut aussi un petit peu expliquer, et tout ça se fait dans l'éducation. Je pense qu'on part depuis l'éducation qu'on fait au niveau des établissements scolaires. Moi, j'ai été professeur et je sais que j'insistais énormément sur nos consommations, sur tout ce qu'on jette. Hein, quand on voit les proportions de déchets alimentaires, c'est quand même effrayant. Donc, je crois qu'il faut réapprendre à faire en sorte que, nous, par exemple, dans la cantine où je travaillais à l'époque, où j'étais enseignante, on avait mis en place un système où l'enfant pesait tout ce qu'il allait jeter à la fin, pour qu'il se rende compte de tout ce qu'il allait justement jeter. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec ce système, eh bien, les élèves, pardon. Pour moi, c'est toujours des gamins, quel que soit l'âge. Mais les élèves prenaient vraiment ce dont ils avaient besoin, ce qu'ils allaient consommer. Voilà, donc je pense que tout vient de cet apprentissage qui doit se faire très tôt. Mais après, contraindre par la force, ça ne fonctionne pas, et vous le savez très bien, les Français détestent qu'on leur impose quelque chose. Et je crois que c'est par l'éducation, par la formation, par l'éclairage qu'on apporte, eh bien, qu'on peut faire en sorte qu'on ait une façon différente de se nourrir et de consommer. Très bien, merci beaucoup pour cet échange. Sur la consommation, sinon, si vous avez encore un petit peu de temps, donc si vous voulez approfondir un peu la question de la consommation, comme l'a été montré sur le graphique auparavant, de la quantité de déchets que produisent les Français, d'une certaine façon, un quart de ce qu'on produit est jeté. Oui. Comment vous, concrètement, vous voulez qu'on réduise, vous proposez qu'on réduise ce taux-là? Alors après, vous savez, les systèmes qui ont été mis en place aussi de collecte sont extrêmement importants. Aujourd'hui, alors je ne sais pas si ça se fait partout, mais en tout cas, si je prends l'exemple de mon village, aujourd'hui, vous savez, on trie les déchets. Et on voit tout ce qui est alimentaire, par exemple, aujourd'hui, on le met dans des poubelles spéciales pour l'alimentation. Et je trouve que depuis qu'on est passé à ce système, je me rends compte que je jette beaucoup moins de produits. On essaie de consommer au maximum ce qu'on a acheté. Et vous savez, le problème, c'est aussi peut-être les supermarchés qui nous tentent d'acheter, on est tenté d'acheter en passant dans les rayons un maximum de choses. Et je crois que retourner vers des petits commerces, ça peut être également extrêmement important. Et nous avons toute une politique, nous justement aujourd'hui au niveau de la région Grand Est, qui va dans ce sens-là, et avec l'État aussi, on essaye de faire en sorte que dans les villages, eh bien, les petits commerces se réinstallent. Et je pense que quand on va faire ce petit tour dans un petit commerce, on va certainement acheter moins de choses inutiles peut-être, ou qu'on ne consommera pas. Donc ça peut être aussi quelque chose d'important. Et je voulais encore revenir sur tout ce qui était rénovation énergétique. Moi je crois que si on arrête de tout décider au niveau de l'État, mais qu'on rapproche plus vers les collectivités territoriales, c'est-à-dire vers les communes et vers la région, ça pourrait aussi mieux se passer. Je prends l'exemple de la région Grand Est. La région Grand Est, aujourd'hui, à travers le programme Climaction, va amener un subventionnement de tout ce qui est rénovation énergétique. Voilà, donc je crois qu'on doit arrêter de prendre toutes les décisions au niveau État, faire redescendre progressivement vers les collectivités territoriales, donner plus de pouvoir et plus de moyens aux collectivités territoriales. Je crois qu'il faut décentraliser, il faut que l'État garde le pouvoir régalien qui est le sien, mais que le reste doit être décentralisé, et je pense que ça fonctionnerait beaucoup mieux. Très voilà. bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce temps, cet échange. Monsieur Emmanuel Fernandez, merci à vous de vous prêter à l'exercice ce soir. Alors, vous êtes né à Cannes dans le Haut-Rhin, vous êtes venu à Strasbourg pour faire vos études et vous êtes rapidement en fait, engagé en politique. Vous êtes d'abord arrivé au parti de gauche en 2012, puis vous avez joint la France Insoumise et vous êtes élu NUPES en 2022, où vous êtes réélu en 2024, ça fait 2 échéances assez courtes. Dans la deuxième circonscription du
Voilà. Alors sur votre site, vous dites le partage des richesses et la justice sociale sont au cœur de mes combats, tout comme l'urgence écologique et la nécessité d'agir avec force pour sauvegarder notre écosystème. C'est un beau programme. Alors, du coup, je vous propose une première question qui sera assez générale et puis qui sera, alors, d'après le ministre de la Transition écologique de 2023, Christophe Béchu, il faut préparer la France à plus 4 degrés de réchauffement. Donc, première question qui va porter d'abord sur l'objectif et pas sur le parcours. À quoi ressemble la France décarbonée en 2050 à Emmanuel Fernandez? Ah oui, j'ai un micro, c'est parfait, on m'entend. Bonjour à toutes et à tous, d'abord merci de m'accueillir ici à Sciences Po Forum. D'abord, je voudrais commencer par dire qu'il faut surtout ne pas céder à la résignation. Les graphiques que vous avez présentés en introduction peuvent paraître alarmistes, voire catastrophiques. Il faut se dire qu'on a toujours les moyens de se sortir et on a toujours les moyens d'agir. Pour cela, il faut sortir du cadre. Il faut faire preuve, je crois, de volontarisme. Et je suis ici le représentant, en tout cas, d'une gauche qui se dit de rupture. Et donc, il va falloir rompre avec la plus grande partie de ceux qui, aujourd'hui, dirigent nos vies, entourent nos vies, qu'elles soient quotidiennes, mais qu'elles soient aussi, on va dire, la vie institutionnelle et plus globalement, les relations internationales. Nous avons, avec le mouvement auquel j'appartiens, la France Insoumise, un programme ambitieux de planification écologique. Je suis d'ailleurs assez content de voir que les termes ici sont repris aujourd'hui. La planification écologique, c'est une notion qui est portée par le candidat à la présidentielle que je soutiens depuis 2012, Jean-Luc Mélenchon, et aujourd'hui on voit que ce terme de planification est rentré dans les discours de la plupart des intervenantes et des intervenants sur le sujet. Je crois qu'il faut déjà commencer par, pour atteindre une France en 2050 qui puisse correspondre à l'objectif de la survie de l'humanité, il faut commencer par écouter les scientifiques. Malheureusement, c'est plus quelque chose d'automatique aujourd'hui. On a à la tête de la première puissance mondiale quelqu'un de totalement climato-sceptique, Donald Trump. On a aussi en France le président Macron qui avait dit à l'issue de la Convention pour le climat que ça allait bien et puis qu'il ne fallait pas quand même se retrouver à s'éclairer la lampe à huile. Bon, donc on préférait le moment où il avait été désigné champion de la Terre après sa première élection, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, mais en tout cas il avait été nommé champion de la Terre. En tout cas, donc, écoutez les scientifiques. Les rapports successifs du GIEC nous donnent des pistes non seulement intéressantes, mais pertinentes à suivre. Les rapports successifs du GIEC nous disent qu'il ne faut plus ouvrir aucun gisement de pétrole ni de gaz. Ils nous disent qu'il faut sortir du charbon, qu'il faut ne plus déforester, qu'il faut rénover le bâti, on en parlera tout à l'heure, qu'il faut moins manger de viande, on en reparlera aussi. Mais donc, c'est effectivement des axes qui sont contenus en tout cas dans le programme du mouvement auquel j'appartiens. Et pour ce qui est du péril immédiat, du nouveau péril qui nous est présenté comme inéluctable, et je crois dont nous devons sortir urgemment, c'est le péril de la guerre, le péril de l'économie de guerre. Donc une France 2050 qui remplisse les critères de la survie de l'humanité, c'est une France qui n'aura pas plongé dans l'économie de la guerre. Donc c'est une France qui refuse d'entrer dans la spirale néfaste qui est engagée, oui, depuis l'agression inqualifiable, inacceptable de l'Ukraine par la Russie, et pour laquelle il y a là un coup d'accélérateur avec l'élection de Donald Trump, l'appel à augmenter les budgets de la défense pour l'ensemble des pays européens. Comme par hasard, on peut soudain sortir des objectifs de déficit de 3% de dette qui nous étaient imposés préalablement. Et là, pour se réarmer, on peut passer à 5% allègrement. Donc, nous disons qu'il faut refuser l'économie de la guerre. En Europe, les dépenses totales d'armement, c'est 300 milliards. Et c'est exactement la somme qui permet de financer 100% de renouvelables en Europe d'ici 2050. C'est l'Agence internationale de l'énergie qui le dit, qui est membre de l'OCDE. Au niveau mondial, c'est 2400 milliards de dépenses totales militaires. Mais ce que vous craignez, c'est justement une bifurcation des fonds, là en l'occurrence? Bien sûr, c'est le fait que des fonds qui devraient être alloués, je veux dire, le fait que Mme von der Leyen autorise enfin miraculeusement les États européens à sortir des critères budgétaires contraignants pour se réarmer. Moi, je souhaiterais que la même autorisation soit donnée, s'il faut, c'est tant est qu'il faille attendre une autorisation, pour le moment oui, on va faire en sorte que ça change, mais
se donner pour pouvoir financer cette bifurcation écologique, et je le dis, les montants sont comparables. Donc une France 2050 qui permet la survie de l'humanité, c'est une France qui aura refusé l'économie de la guerre et qui remet au premier plan la diplomatie, qui remet au premier plan les institutions internationales telles que l'ONU, telles que l'OSCE, qui sont des cadres dans lesquels eh bien, les belligérants peuvent échanger, doivent pouvoir échanger pour éviter les affrontements des guerriers. Et c'est aussi également le fait de refuser la guerre commerciale que Donald Trump commence très fortement à nous mener avec des augmentations de droits de douane. Et là, il faut sortir aussi du commerce international. C'est mon deuxième point, la France 2050 qui permet la sauvegarde de l'humanité. C'est une France qui sera sortie de l'économie de l'offre et qui sera passée dans une économie de la demande. Je sors du cadre peut-être un petit peu, je prends du recul par rapport à la question que vous avez posée, mais je vois qu'on ne peut pas y répondre de manière franco-française en appliquant simplement des plans qui découleraient d'objectifs des accords de Paris et de Tokyo. Donc il faut sortir de l'économie de l'offre et revenir aux besoins, en commençant par les besoins primaires. Les besoins primaires, c'est se nourrir, se loger, se vêtir. On va en parler, c'est sans doute pour ça que votre propos est construit comme tel. Il faut commencer par réduire notre consommation de viande. On le dira, on l'abordera dans un deuxième point, mais les terres agricoles sur la planète, à 75%, sont occupées par la production de viande, que ce soit pour le bétail ou que ce soit pour la production de nourriture, notamment des sojas, pour alimenter le bétail. C'est également 14% des gaz à effet de serre. Donc il faut absolument réduire notre consommation de viande. Se loger. Je pense que c'est plus judicieux là de venir directement à la question de l'alimentation. Ouais. Comme on l'a vu tout à l'heure, 25% des gaz à effet de serre produits par le français sont liés directement à l'alimentation. Tout à fait. Donc concrètement, comment est-ce qu'on dit aux Français qui sont ici qu'il faut se nourrir plus durablement, ou du moins ce qui permet de réduire ces gaz à effet de serre? Qu'est-ce que vous proposez? Il faut revenir à une agriculture qui soit basée non pas sur une agriculture intensive avec des grands sites industriels d'agriculture industrielle et qui sont voués en premier lieu aux échanges internationaux. Il faut revenir à une agriculture de circuit court. Il faut pour cela sortir des traités internationaux de libre-échange. Il faut arrêter d'en signer. Il faut refuser par exemple le traité du Mercosur avec l'Amérique du Sud, qui porte notamment sur les viandes bovines. Et donc, il faut, là aussi, vous l'avez dit dans votre propos introductif, que l'agriculture est le secteur qui doit recruter le plus si on veut réussir à bifurquer le modèle alimentaire. Nous appelons à recruter 300 000 paysans et paysannes en bio et en circuit court par an, qui seront dans un premier temps subventionnés par l'État. On peut le financer. Mais comment on recrute tous ces agriculteurs? Alors, il faut, dans un premier temps, je le disais, que les emplois agricoles soient générés et soient aidés par l'État pour permettre l'installation de 300 000 personnes par an. Simplement, la bifurcation écologique, petite parenthèse budgétaire, dans notre programme pour 2022 en tout cas, c'est 200 milliards sur un quinquennat. 200 milliards, c'est le montant total des aides publiques par an pour les entreprises, qui sont très largement versées sans contrepartie. Quand on cumule les aides en exonération de cotisations patronales ou en baisse d'impôts ou de cotisations diverses. Donc 200 milliards par an, ce sont des aides publiques aux entreprises. Nous, on souhaite que 200 milliards, ça doit sans doute augmenter encore, vu que, évidemment, vous l'avez dit, la courbe de rattrapage est de plus en plus importante chaque année qu'on attend. Donc j'invite au prochain scrutin à faire en sorte de voter pour que ce programme-ci s'applique le plus vite possible. Mais voilà, donc effectivement, c'est rebooster le secteur agricole sur le bio et sur les circuits courts en engageant la puissance publique. Se vêtir, simplement, je termine avec le troisième besoin primaire. On sait que l'industrie textile, c'est 8 à 10% des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Mais là, c'est pareil. Sortir du libre-échange, sortir du commerce mondialisé, sortir du fait qu'on importe de l'autre côté de la planète des vêtements. On le voit avec des plateformes comme Shein ou ce genre de plateformes qui aujourd'hui vendent beaucoup plus que la Redoute, par exemple, en France. Que ces plateformes ne puissent plus vendre leurs produits qui, en plus, sont constitués de tissus à 70% fabriqués avec des pétroles. Donc là, c'est pareil, le fait de sortir du libre-échange et du commerce mondialisé des textiles permet aussi
de réduire cet impact mondial. Et enfin, les biens communs que sont à notre sens notamment la production d'énergie, les transports, finalement se déplacer, quelque part c'est le quatrième besoin primaire que Maslow a pu rajouter dans sa pyramide. Sans se déplacer, on n'est plus dans la société, on n'a plus accès ni d'ailleurs à la capacité finalement à se nourrir ou à pouvoir s'acheter des vêtements ou voilà, ou pouvoir être inséré finalement dans la société. Donc se déplacer évidemment est absolument crucial. Il faut cesser de privatiser les services de transport public, il faut cesser de privatiser le ferroviaire, il faut revenir sur un ferroviaire 100% public, il faut augmenter le transport fluvial, il faut, et pour ce qui est de l'énergie évidemment, il faut sortir du système d'énergie européen et faire en sorte de relocaliser là aussi des productions d'énergie qui soient 100% renouvelables à horizon 2050, là aussi c'est possible. Merci beaucoup. Je ne sais pas à combien de temps je suis. On est à 10 minutes, okay. Donc il reste du temps pour les 2 dernières questions. Très bien. D'ailleurs, la prochaine va être assez technique, il s'agit du logement. Vous savez que ça représente 19% des émissions de gaz à effet de serre des Français aujourd'hui. Donc la réduction va passer forcément par de l'isolation. Et la France possède un parc de logement de 20 millions de logements. Donc ça veut dire que pour atteindre nos objectifs, il va falloir qu'on arrive à rénover de l'ordre de 500 000 logements, de faire 500 000 rénovations globales de logements par an. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt à 100 000 rénovations globales. C'est un ordre important. Donc quelle politique peut-on mettre en place pour accélérer le mouvement ? Vous l'avez dit, effectivement, les dispositifs qui existent aujourd'hui ne permettent pas d'atteindre les objectifs annuels suffisants. Il y a notamment un dispositif qui s'appelle MaPrimeRénov', mais que la Cour des comptes a épinglé dans un rapport il y a 3 ans pour n'être pas suffisamment performant. C'est plusieurs milliards par an, c'est plus de 2 milliards, autour de 2,5 milliards dans le dernier budget. Et MaPrimeRénov', malheureusement, finalement ne déclenche quasiment que des monogestes et non pas des rénovations intégrales, si bien que les passoires thermiques pour qui ont bénéficié à un moment donné du dispositif MaPrimeRénov', eh bien quasiment les 2/3 d'entre elles restent des passoires thermiques après avoir bénéficié de MaPrimeRénov'. Donc ce sont des dispositions effectivement qui sont insuffisantes. Nous pensons là aussi qu'il faut mettre les moyens d'aller jusqu'à 700 000 rénovations par an, parce qu'il y a un rattrapage à effectuer. Là encore, c'est possible si on revoit dans ce pays la redistribution des richesses. Ce pays ne manque pas de moyens. Je refais un pas de recul. À l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017, les 500 plus grands patrimoines du pays possédaient à peu près 500 milliards. Aujourd'hui, soit 7 à 8 ans après la première élection comme président de la République d'Emmanuel Macron, on a dépassé les 1200 milliards de patrimoine pour les 500 plus grandes fortunes. Vous voyez ici, encore une fois, qu'il existe eh bien, un magot qui est accaparé par un tout petit nombre de personnes et qu'il s'agit d'aller récupérer en revoyant totalement le système fiscal, en passant à 14 tranches et en faisant en sorte que les 2 dernières tranches, singulièrement la toute dernière, contribuent beaucoup plus massivement à la gestion du bien commun et à l'intérêt général. Pour ce qui est des émissions, quand même, je tenais à le dire, en France, c'est Oxfam qui le dit, les 1% les plus riches émettent en moyenne 10 fois plus de CO2 par an que la moitié la plus pauvre. C'est-à-dire que, vous parliez tout à l'heure des 2 tonnes par an qui devraient permettre d'atteindre la neutralité. Là, on est sur plus de 40 tonnes par an pour les 1% les plus riches en France et seulement 3,8, c'est déjà trop, mais pour la moitié des Françaises et des Français qui gagnent le moins. Donc là encore, la planification écologique et la mise en place d'une politique qui permette d'atteindre la survie finalement de la vie humaine sur cette planète passe aussi par un enjeu de justice sociale et de redistribution fiscale. Donc le programme est cohérent, l'écologie ne peut pas se passer de la justice fiscale, de la justice sociale, de la gestion des biens communs par l'État, par un service public fort, par des services publics forts, je l'ai dit, la production d'énergie, les transports, et enfin un enjeu aussi de démocratie qu'on pourra aborder, je pense, avec la dernière. Alors effectivement, dernière question, Monsieur Fernandez, quelle articulation percevez-vous entre la responsabilité individuelle et donc l'action législative
aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il faut imposer, est-ce qu'on peut imposer à des Français de changer, d'arrêter de manger de la viande, de plus prendre l'avion? Comment est-ce que vous pensez qu'on peut faire passer ces mesures aujourd'hui? Je vous disais, c'est pour ça que j'ai souhaité commencer en prenant du recul, en essayant de sortir du cadre. Je crois que rester dans l'idée que le système actuel va perdurer ou peut perdurer, c'est ne pas se donner les moyens d'activer les bons leviers pour arriver à conserver des conditions de vie pour l'humanité sur la planète. Donc, je crois qu'il faut que toutes et tous prenions conscience que le système capitaliste dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est pas, de manière systémique, de manière structurelle, n'est pas compatible avec la vie humaine à moyen terme et même finalement à court terme au regard du temps voilà, de l'histoire de l'humanité. À très court terme, ce système n'est plus compatible, n'a jamais été compatible, mais on en voit les effets dans les années en cours et on les verra plus fortement encore dans les décennies qui viennent, n'est pas compatible avec la survie de l'humanité sur la planète. Donc il faut sortir de ce système. Pour sortir de ce système, il va falloir non pas simplement que une personne providentielle soit un jour élue en France et se dire que ça fera tache d'huile dans le monde et qu'on sera les phares de l'humanité parce que tout le monde nous suivra et se dira les Français ont pris à nouveau la bonne décision, faisons comme eux. Moi je ne crois pas à ça. Il faut un engagement citoyen fort. Il faut que les peuples se saisissent de l'enjeu de l'écologie et sortent d'une forme de résignation qui nous prend. Vous avez commencé votre propos en disant Christophe Béchu a dit qu'on allait devoir s'adapter à plus 4 degrés en France. Bon, ben, à chaque fois, on repousse les curseurs en se disant mince, on n'y arrivera pas, il faut s'adapter à encore plus chaud. Moi, je refuse ça. Il faut sortir du système dans un premier temps. Il faut se dire que le système en place ne permet pas d'activer les bons leviers. Et ensuite, avec une adhésion citoyenne forte, et c'est pour ça aussi que notre programme inclut le passage à une 6e République pour refonder le lien entre celles et ceux qui mettent un bulletin dans l'urne et les décisions qui sont prises. Je crois là aussi que dans le cadre actuel, imposer une écologie qui apparaît de fait comme punitive et imposer des petits gestes, des micro-gestes en disant prenez des douches plutôt que des bains, brossez-vous les dents, voilà, je ne sais plus quelle technique il existe pour être plus vertueux par rapport aux salauds, mais voyez, ce genre de gestes, c'est bien, faisons-le, mais on se donne bonne conscience, je crois, si on ne s'attaque pas au système en lui-même. Donc ça nécessitera une grande prise de conscience, un engagement collectif, et je crois que c'est seulement lorsque voilà, les peuples se saisiront aussi de cette question qu'on pourra s'en sortir. Très bien, merci beaucoup Monsieur Fernandez, merci pour votre Merci à vous. Alors, déjà, ce que je peux vous proposer, c'est commencer par remercier encore une fois les députés et sénateurs qui sont intervenus ce soir, parce que déjà, la plupart ne jouent pas à domicile. Certains viennent de Moselle, par exemple. Certains mettent les mains dans le cambouis aussi et parlent de sujets qui sont souvent complexes. Et en particulier des sujets, donc ils en ont parlé sereinement, ils en ont parlé sérieusement, alors que parfois des prises de parole de personnalités publiques et dans leur parti ont tendance à justement envoyer un petit peu tout valser. Donc encore un grand merci à E3 et je pense qu'on peut les remercier encore une fois. Ensuite, un grand merci à vous, cher public. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de boue, on n'a pas eu d'applaudissements d'adhésion à un discours ou quoi. On est resté. Bon, il y a eu quelques discussions de temps en temps quand Madame la sénatrice est passée, mais c'est de bonne guerre. Et encore, donc merci à vous aussi d'avoir joué le jeu de la neutralité politique, parce que mine de rien, ce sont des gens qui sont extrêmement occupés et ils sont venus chacun nous accorder de leur temps pour parler de leur vision de la France en 2050 et des actions politiques qu'ils pratiquent au quotidien au Parlement. Donc voilà. Ce soir, je suis plutôt content parce que il n'y a pas eu de remise en cause du consensus scientifique sur le dérèglement thématique, sur l'état des connaissances scientifiques et techniques. On est resté donc, à partir de là, on a pu avoir des discussions posées et constructives. Ensuite, on n'a pas non plus, à aucun moment, remis en cause le pacte vert européen.
qui est une anomalie mondiale. Je m'explique. Tous les engagements qui sont pris au niveau international, que ce soit avec le protocole de Kyoto, avec la COP21 à Paris, sont des engagements non contraignants. C'est-à-dire que les États s'engagent à mettre en place des mesures pour limiter le réchauffement climatique au niveau mondial, mais nous n'avons, a priori, à part via la guerre, le boycott ou que sais-je, pas le moyen de les imposer, de leur obliger à respecter leurs engagements. Sauf au niveau européen, où l'Union européenne s'est dotée de tout un tas de paquets législatifs, dont le pacte vert, où il est maintenant contraignant pour l'Europe de se décarboner. Alors tant mieux, j'ai envie de dire, puisque on a un double intérêt à se décarboner, François l'a présenté, c'est que non seulement le climat se dérègle, mais en plus, même s'il n'y avait pas cette contrainte-là, il y a la déplétion des ressources, en particulier des ressources fossiles, et Dieu sait que nos économies sont fortement carbonées. Il n'y a pas non plus de confusion entre croyances et faits, il n'y a pas non plus de remise en cause des normes environnementales déjà en vigueur. Donc c'est quelque chose qui est encourageant pour la suite, puisqu'a priori, on va pouvoir continuer à avancer de l'avant. Et merci encore à nos 3 parlementaires. Merci aussi à Madame Régol, malheureusement qui n'a pas pu se déplacer à cause de débats à l'Assemblée nationale dans lesquels elle prenait partie et elle ne pouvait pas se libérer de ses obligations. Alors, je disais qu'on ne remettait pas en cause les normes environnementales. Petite nuance, puisque nous avons entendu Madame la sénatrice qui nous expliquait qu'elle ne voulait pas de surnormes par rapport à ce qui se pratiquait déjà au niveau de l'Union européenne. Et ça, c'est quelque chose que l'on entend partout, tout le temps et à tous les niveaux. Je m'explique. Quand on parle à des amis, à des familles, à notre tonton et climato-sceptique à table, qui va nous dire « mais moi je veux bien faire des efforts, mais c'est d'abord à la Chine et aux États-Unis », eh bien oui, il n'a pas totalement tort, dans le sens où en réalité c'est le sentiment qui est vraiment partagé par la plupart de nos concitoyens, c'est-à-dire que d'accord pour faire des efforts, si tant est que l'on puisse appeler ça des efforts, mais à condition que je ne sois pas tout seul, je veux que tout le monde y aille. Et c'est un discours que l'on entend souvent et que l'on a entendu ce soir par 2 fois. Que oui, on va y aller, on va se décarboner, c'est prévu, c'est dans la loi. Mais y allons, faisons en sorte que tout le monde se décarbone de la même façon et à la même vitesse. Et là, l'argument qui a été utilisé par 2 fois, c'était si nous y allons trop vite et seuls, sans embarquer avec nous en fonction de collègues ou concurrents en fonction de comment on se place, européens, et bien du coup, on risque de se faire avoir économiquement. Vous avez compris, c'est un discours que l'on entend assez régulièrement. Voilà, c'est la petite nuance. Voilà. Donc, finalement, la nécessité d'y aller tous en même temps et pas tout seul. C'est aussi une différence entre ceux qui veulent y aller tous en même temps, tous au même rythme, ou ceux qui, au contraire, un petit peu comme le Shift Project, a tendance à vouloir renverser la balance, comment on dit ça comme ça, mais faire en sorte de montrer l'exemple, d'être prescriptif à l'étranger et montrer l'exemple pour que tout le monde avance à un rythme un peu plus élevé à partir du moment où on arrive à tirer l'ensemble de notre société. Alors, il y a eu beaucoup de points communs aussi dans les interventions. Je vais en retenir 2. Voilà. Alors, c'est des points communs qui se retrouvent dans les mots qui ont été prononcés ce soir, qui ne se retrouvent naturellement pas forcément dans les amendements qui sont déposés après à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais voilà, on parlait beaucoup de ma prime rénov, de ce qu'elle a apporté en bien comme en mal. Et de la simplification administrative qu'il faudrait peut-être mettre en place, histoire de rendre le système plus accessible à tous et plus rapide. On a aussi entendu beaucoup parler de la fast fashion, puisque c'est effectivement l'actualité législative du moment. L'interdiction, si je ne dis pas de bêtises, de l'ultra fast fashion. Et voilà, donc ça, c'était les points communs. Et puis, 2 fois sur 3, nous avons entendu parler du fait que la contrainte ne fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'on a entendu parler, on a entendu les mots écologie punitive, de mots qui ont été prononcés ce soir.
Et l'accent, dans ce cas-là, a été mis beaucoup sur la responsabilité individuelle des individus, donc de vous, de moi et de notre fameux tonton climato-sceptique. Et mes notes s'arrêtent là, comme je l'ai improvisé. Et du coup, cette responsabilité individuelle, c'est quelque chose qui fonctionne jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'elle nécessite déjà, pour commencer, d'avoir une certaine formation de la part de nos concitoyens. Donc on entendait Madame la députée, par exemple, et Madame la sénatrice, qui expliquait que voilà, elles avaient déjà mis en place, par leur passé, quand elles étaient professeurs ou quoi, des actions pour sensibiliser, pour essayer de former les gens. Reste à savoir si la sensibilisation, si le savoir provoque l'action. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui est toujours évident. La formation est une condition sine qua non à la réussite. La question après, et ça c'est aux politiques de trancher, à savoir si l'information est suffisante pour provoquer les mouvements nécessaires aux modifications de nos comportements en société, ou alors si au contraire il faut passer par des coercitions d'un point de vue législatif ou quoi. Puisque finalement, lorsque l'accent est mis sur la responsabilité individuelle, ce qui vient systématiquement derrière, c'est l'incitation par la taxe, par l'impôt, par l'absence de subventions, etc. Et du coup, je terminerai, voilà, pour rebondir sur tout ce qui est impôts, etc., sur la dernière intervention, celle de M. Fernandez, qui était très orientée sur le financement de la transition. Notons que c'est le seul ce soir à avoir parlé d'argent, mais c'est pas pour ça que les deux autres sont des méritants, hein, je précise. Mais voilà, on a parlé d'économie de guerre, de cotisation sociale, de subventions aux entreprises et de tout un tas d'autres dispositions fiscales. Et ça, c'est quelque chose que le Shift Project n'aborde jamais. C'est-à-dire que si vous ouvrez le plan de transformation de l'économie française, on ne parle jamais d'argent, puisque nous nous concentrons sur les flux physiques. L'argent étant par définition une convention sociale et économique. Mais à un moment, il faut quand même passer par cette case-là, et donc c'est la responsabilité du politique et des sociétés qui votent pour les politiques. Et bien, je vous remercie en tout cas beaucoup à tous, et je vous souhaite une très bonne soirée. Et je crois... Merci beaucoup. Pendant les prises de parole, il y avait un accent qui a été assez mis sur la perte de compétition internationale et le souci particulièrement européen ou en matière d'agriculture, qui restreindrait du coup le potentiel et limiterait l'effort, ou alors la portée de la planification écologique. Donc le souci d'être être les premiers, est-ce que ça vaut le coup d'être les premiers à faire l'effort en fait en matière d'écologie? Et on voit que c'est un pays comme par exemple la Corée du Sud ou alors des pays dans l'ASEAN qui ont fait le choix stratégique et politique de miser sur le fait d'innover et d'être parmi les premiers pays à développer un modèle et des systèmes durables. Est-ce que c'est, donc d'où les questions, est-ce que c'est réellement possible de décarboner ensemble et à la même vitesse dans le cadre du calendrier 2050? Et je parle à la fois à l'Union européenne et à la fois à l'échelle mondiale, parce que historiquement on note quand même que lors de l'émergence d'un nouveau système économique, politique ou social, ça a toujours été le fait de un ou plusieurs pays qui ensemble ont choisi de remettre en cause le status quo. Et donc la question finale, étant donné qu'il y a une telle demande parmi les pays développés ou même en voie de développement, est-ce que la France ne gagnerait pas à être un des premiers pays à développer et donc pouvoir exporter un modèle d'économie verte viable à l'Europe et à l'international? Je pense que effectivement, donc d'abord, on m'entend? Oui. On a d'abord la notion de compétition internationale et en fait, est-ce qu'on peut être compétitif? Alors, est-ce qu'on peut être compétitif et tout en abordant un programme écologique qui soit ambitieux? Mais effectivement, vous l'avez mentionné, il y a des pays qui misent en fait sur les technologies d'avenir ou qui misent sur des transitions. Et d'être les premiers dans les transitions, ça peut aussi être une manière de survivre, enfin de s'adapter mieux dans un monde qui de toute manière va beaucoup évoluer. Alors, vous avez abordé la question de l'agriculture. En France et en Europe, pour garder une certaine compétitivité sur notre agriculture et en même temps être capable de poser des choix, ce qu'on a choisi de faire depuis longtemps, c'est de subventionner nos agriculteurs, ce qui peut constituer par certains aspects une mesure de protection, mais qui permet d'avoir des choix, de poser des choix en termes d'agriculture. Un
Un autre exemple peut-être sur cette compétitivité, c'est qu'il y a des pays qui se sont complètement désengagés qui sont en train de se désengager sur les énergies renouvelables et leur transition. On va regarder outre-Atlantique. Mais donc vous avez parlé de la Corée, même la Chine en fait mise énormément sur des technologies qui sont d'avenir, qu'elle a considérées d'avenir, donc les énergies renouvelables. Ils produisent des panneaux photovoltaïques, ils produisent nos voitures électriques. Et en fait, nous, à ne pas s'engager dans cette transition, eh ben, on risque de perdre pied, et c'est ce qu'on voit un peu au niveau du secteur automobile européen qui se fait aborder, enfin qui se fait attaquer entre guillemets de l'extérieur. Donc il y a moyen d'agir, et effectivement on peut, dans le cas de l'agriculture par exemple, être plus vertueux qu'ailleurs, je pense. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Moi, la notion que j'ai envie d'aborder, merci pour votre question, c'est la notion du coût de l'inaction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la compétition elle a une certaine forme. Demain, on l'a vu, le monde sera plus le même. Et est-ce que être premier signifie quelque chose? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens qui n'auront pas engagé les mesures nécessaires, en l'occurrence, appelons ça la transition écologique si on le veut, eux ne seront plus premiers. Ça, c'est sûr. Une autre question peut-être? Bonjour, j'aurais une question et je vais l'encadrer de la manière suivante. Si on veut accorder à cette volonté d'arriver à 2 tonnes en 2050 et ne pas considérer ça comme étant un idéal, mais plutôt comme une nécessité absolue, et si on veut accorder à la parole scientifique son importance, il existe peut-être une réponse, et je vais donner l'exemple d'une ICE, c'est-à-dire Initiative citoyenne européenne, qui existe actuellement. Donc il y a un mécanisme, ce sont plusieurs ONG de différents pays européens qui se mettent ensemble, qui rédigent un projet, qui ensuite le soumettent à la parole des Européens. Il faut atteindre 1 million de signatures. Si on atteint au bout d'une année ces 1 million de signatures, cette proposition va être considérée, prise en considération par la Commission. Ça ne veut pas dire que ça va être appliqué, mais au moins ils vont en tenir compte. L'ICE à laquelle je pense, c'est le compte carbone. Le compte carbone, comment ça fonctionne? C'est justement quelque chose qui met en parallèle l'initiative individuelle et l'incitation à un initiative. Il s'agit d'une carte, un petit peu comme une carte bancaire, et on va défalquer de ce compte carbone qu'on va recevoir chaque année la quantité carbone qui est incluse dans tous les biens et les services qu'on va acheter. Ce compte carbone commence à 9 et quelques tonnes, c'est-à-dire au niveau actuel, et chaque année sera de nouveau crédité sur ce compte carbone, sur cette carte carbone, le niveau auquel on doit arriver, et en 2050, le taux qui sera sur cette carte, c'est 2 tonnes. Il y a un mécanisme aussi d'ordre social qui est combiné à ça, à savoir que actuellement dans la France contemporaine, il y a seulement une partie de la population qui consomme 9 et quelques tonnes et au-delà, et il y a déjà 50% de la population qui se trouve en dessous de ce taux. Et donc, il y aura toujours une frange de la population qui voudra consommer davantage que son quota et qui donc va racheter une partie des tonnes qui ne sont pas utilisées par la frange de la société qui ne le prend pas, contre donc contribution financière, et donc ça va accorder davantage de finances aux plus modestes. Et la question est, que pense le Shift Project et que pense Sciences Po Forum de ce mécanisme? Est-ce que vous êtes en faveur d'un mécanisme comme ça? Oui, non, avec quelle nuance que vous apportez? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors déjà, c'est une question qui a l'air très bien renseignée. Effectivement, en fait, ça fait partie un peu du thème qu'on a abordé à la fin. Est-ce qu'on peut contraindre ou est-ce qu'on doit jouer uniquement sur des incitations? Et là, en fait, on passerait par une contrainte physique, c'est-à-dire dire, bah voilà, vous avez un budget carbone, donc métro 6 tonnes, puis ça descend au fur et à mesure, et ce au niveau individuel.
Et en plus, l'intérêt de ce compte carbone, c'est d'être équitable, c'est-à-dire que ça va, chacun se voit attribuer le même compte carbone. Alors, malheureusement, on ne connaît pas la position du Shift Project. Je ne sais pas s'il y a une position du Shift Project sur le compte carbone. Donc, je peux uniquement vous donner une vision individuelle. Donc, prenez-le uniquement à titre très individuel. Ça, c'est une manière de faire qui est assez complexe finalement à mettre en œuvre aussi si on essaie de... Parce que ça suppose de connaître le prix carbone de tous nos achats. Et donc ça suppose aussi d'avoir une comptabilité carbone intégrée dans toute l'économie, ce qui d'ailleurs est défendu comme un avantage de ce système, c'est-à-dire qu'il impose d'avoir une comptabilité fine de tous nos achats. Donc ça, c'est à la fois une difficulté et un atout. Ce qu'on peut, et c'est aussi peut-être une proposition de rupture, c'est-à-dire qui impose quelque chose, des changements assez radicaux peut-être. Alors, on peut peut-être faire le parallèle avec ce qui existe aujourd'hui au niveau européen de marché du carbone, c'est-à-dire qu'au niveau européen, on met sur un peu plus de 50% des sources d'émissions, on a mis un plafond qui diminue d'année en année et qui plafonne cette fois-ci non pas les citoyens mais les entreprises. Et donc, alors si on regarde, on peut aussi, si on étend ce plafond à toutes les émissions et si on l'étend aux biens importés à l'intérieur de l'Union européenne, obtenir une contrainte physique qui serait très similaire à ça si, en parallèle, tous les revenus issus de ce mécanisme étaient redistribués équitablement entre tous les citoyens. Donc ça, disons qu'il y a une alternative aussi qui est proposée plus par des économistes, qui est au plus sans être une proposition de rupture, mais qui pourrait aussi permettre d'avoir un plafond physique des émissions qui descend chaque année. Donc voilà, j'espère que ça répond un peu à la question. Écoutez, on va terminer sur cette réponse-là. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'être venus à cette conférence. Je voudrais qu'on remercie les shifters, parce que sans vous, cet événement n'aurait pas eu lieu. Cet événement possible, qu'on remercie les députés et la sénatrice d'être venue et de s'être prêtée au jeu. Je pense que ce soir c'était un exercice d'écoute, d'écouter des positions qu'on partage et peut-être parfois qu'on ne partage pas forcément, mais c'est bien, c'est ce qui fait vivre le débat, le pluralisme et la démocratie. Donc merci à vous. Sciences Po Forum vous remercie de rester aussi fidèles à ces événements et je vous souhaite une très belle soirée. Merci.